Jean-Paul Sartre, situation 7. Problème du marxisme, tome 2. La solitude et l'union sont des relations complémentaires dont le rapport mesure l'intégration d'une société. Marx nous annonce que l'association communiste résorbera en elle et dissoudra tous les pouvoirs. Le libre épanouissement de chacun conditionnera l'épanouissement de tous. Les masses ne sont pas naturelles, elles ressemblent à la nature, mais on les fait. Trotsky a écrit dans son histoire de la révolution russe, sans organisation dirigeante, l'énergie des masses se volatiserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piston. Le prolétariat, disait Marx, produit les conditions matérielles de son avènement. Le prolétariat engendre son propre cours, et sa praxis libératrice a pour limite infranchissable les conditions matérielles de la production. Il leur faut commencer par produire eux-mêmes les conditions matérielles d'une nouvelle société. Le parti ne vise que l'efficacité de la lutte immédiate. Si le prolétariat peut écrire sa propre histoire, il ne sera plus le pur effet inerte de forces mécaniques. Objectivement, dans le monde des capitalistes, le travailleur prépare la prochaine crise. C'est la course au profit qui sera le facteur essentiel. Une hausse de tous les salaires annulerait leurs gains. La classe entière perçoit dans sa couche privilégiée une anticipation de son sort. Marx veut montrer que chaque moment de la dialectique est une conquête par l'effort et le travail, au besoin par le combat contre le hasard. L'expérience ouvrière cherche sans cesse à s'ajuster sur l'évolution capitaliste. Marx, plus qu'un autre, a insisté sur le caractère dégradant du travail salarié, le minant physiquement et le déformant jusqu'à l'infirmité. Le prolétariat a pour tâche de révolutionner son existence, réalité d'une existence inhumaine, révolte poussée par la contradiction entre sa nature humaine et son existence vitale qui en est la négation manifeste. La minorité s'établit dans le système d'exploitation, le stalinisme, paraît au moment où le capitalisme n'a plus rien à offrir aux hommes nouveaux de la classe ouvrière. Tout pouvoir vient du diable. Toute autorité doit nécessairement se transformer en bureaucratie et d'exploitation. L'attachement des masses au parti communiste n'est pas le résultat d'une illusion. Tout empirisme est optimisme. Les hommes de mon âge le savent bien, plus encore que les 2 guerres mondiales. La grande affaire de leur vie fut un affrontement perpétuel avec la classe ouvrière et son idéologie qui leur offrait une vision irrécusable du monde et d'eux-mêmes. La bourgeoisie est en train d'évacuer la culture. Elle ne peut plus rien du tout. Elle ne pense plus rien. On ne peut rien réfuter valablement sans se mettre en question soi-même. Selon Sartre, le Parti communiste ne peut pas se tromper car il est, et lui seul, la classe ouvrière, il la remplace. Faux, j'ai dit que les masses ouvrières menacées par les forces désintégratrices réagissaient à la massification permanente dont elles sont l'objet en produisant les organes de leur unité, classe étant un prolétariat unifié dans l'action par son appareil syndical et son parti. Le 10 août 1792, après la victoire de l'insurrection, la foule envahit les Tuileries. On prend les pilleurs, cette condamnation est un acte politique souci que produiraient ces vols sur l'adversaire et du parti qu'en tirerait la propagande, contre-révolutionnaire s'il demeurait impuni, inséparable des valeurs populaires, dégoût du luxe royal, refus d'en bénéficier et exigence révolutionnaire de pureté. L'armée du socialisme a versé le sang sans la moindre nécessité, comme en Hongrie. Une partie du sang versé retombe sur les gouvernements occidentaux, incitant chaque jour les Hongrois à s'insurger, propagande.
En politique, aucune action n'est inconditionnellement nécessaire. Répression armée, l'impérialisme mondial, je ne sais pas ce que c'est. À l'intérieur du bloc occidental, il y a des impérialismes, comme l'impérialisme américain. L'intervention soviétique a cristallisé l'antisoviétisme latent. Parmi les étudiants, il y a ceux que Staline a dégoûtés de Marx. Du marxisme, on leur a montré que l'aspect autoritaire, socialisme qui s'acharne à détruire les organes de contrôle élus par le prolétariat. Les communistes hongrois sont tombés sous les balles des communistes russes. Folie criminelle, qui est un sursaut du stalinisme, agonisant. Alors le nationalisme s'est soudé à l'antisoviétisme et à l'anticommunisme. Les hauts fonctionnaires et les agents de la police politique jouissaient en Hongrie de privilèges scandaleux. L'insurrection hongroise a dressé la misère et la gêne contre l'opulence. Le Kremlin se souciait avant tout du développement ultérieur de la situation et ses répercussions. L'anarchie était prétexte à l'intervention, état d'extrême urgence. Il ne sert à rien d'arrêter par la force le libre développement d'un pays. C'est à lui de surmonter ses contradictions. Jamais les événements de Budapest n'ont été jugés en eux-mêmes. On a envisagé que les répercussions qu'il pouvait avoir en Europe centrale et sur les deux blocs. Jamais en Occident les communistes ne se sont trouvés plus isolés, jamais leur désarroi n'a été plus grand, jamais la droite n'a triomphé si bruyamment. La situation du prolétariat n'a pas changé. On ne l'exploite plus, mais la contradiction entre sa nature humaine et son existence vitale n'a pas disparu. La masse devient objet passif et inconscient des contradictions historiques. Staline incarne la méfiance collective, terreur que la bureaucratie exerce qui se traduit par les purges et les déportations. L'erreur fondamentale de Staline est que plutôt de s'attacher avec ses alliés par une solidarité réelle et positive, l'URSS préféra créer des monstres qui ne pouvaient subsister sans elle. La bureaucratie soviétique était coupée des masses, échec de la planification volontariste qui aboutit à des projets irréels. Merleau-Ponty a raison de le signaler. Les buts fixés par le plan n'étaient atteints que sur le papier. Il y avait la société mirage et la société réelle. On reproche aux socialistes de se conduire en capitalistes. Il fallait être déjà Staline pour prolonger quelque temps une dictature inutile. La seule politique possible, positive, se fonde sur l'optimisme et la confiance. La déstalinisation est une politique de victoire fondée sur la croissance continue d'une nation géante et qui doit tôt ou tard libérer les forces positives de cette société, rejetant le pessimisme stalinien sous sa forme pseudo-marxiste. En URSS, le régime était stable, accepté par tous. L'industrie puissante, la production pouvait augmenter son taux d'accroissement. Le niveau de vie s'élevait continuellement. Les déstalinisateurs se retrouvaient solidaires des créatures de Staline, Europe centrale. En Italie, Togliatti dénonçait la responsabilité collective des dirigeants soviétiques. La déstabilisation est à l'origine des événements de Pologne, de Roumanie et de Hongrie. Retour de la guerre froide pour asseoir leur puissance sur la peur. L'intervention russe est une opération localisée dans le cadre d'une guerre mondiale qui n'a pas encore éclaté. Cette guerre, personne ne la veut. Les privilèges doivent se payer par la sévérité. C'est l'apparentement au sommet qui légitime le rapprochement à la base. La culture n'a pas à être défendue. Merci.